La pauvre infirmière n'avait qu'$1 pour un rendez-vous galant, le PDG veuf de la table d'à côté. Le téléphone vibra pour la 3e fois en 5 minutes. Vera regarda l'écran, déglutit, et laissa sonner jusqu'à ce que la messagerie vocale prenne le relais. « Il ne viendra pas ». Ces mots résonnaient dans son esprit comme un verdict qu'elle refusait d'accepter. Le restaurant était animé par le brouhaha typique d'un vendredi soir. Des couples qui riaient, des fourchettes qui tapaient contre les assiettes, du vin servi dans des verres qui coûtaient plus cher que ce qu'elle gagnait en une journée. Vera ajusta sa robe vintage pour la 5e fois. C'était la même qu'elle avait portée lors de la remise des diplômes à l'université, 3 ans auparavant, lorsqu'elle croyait encore que le monde l'attendait à bras ouverts. Le tissu bleu marine cachait bien les petites retouches qu'elle avait faites elle-même, mais il ne pouvait pas cacher la réalité. Elle était complètement hors de propos. « Je m'appelle Vera Thompson, infirmière depuis 2 ans, rêveuse depuis 27 ans. Et en ce moment même, je vis mon pire cauchemar en public. Le rendez-vous aurait dû commencer à 7 heures. Il était 8h15. Marcus semblait différent sur l'application. Médecin résident, il souriait gentiment, discutait pendant des heures de sauver des vies et de donner un sens à sa vie. Quand il a suggéré ce restaurant, Vera a hésité. Pas à cause des prix, qu'elle a fait semblant de ne pas rechercher sur Google, mais parce que quelque chose en elle lui murmurait que les gens comme elle n'avaient pas leur place dans des endroits comme celui-ci. Elle aurait dû écouter son intuition. Le portefeuille dans son sac pesait comme du plomb. $1,73. Pas assez pour une eau gazeuse, encore moins pour garder sa dignité si le serveur venait lui demander de payer la table qu'elle occupait depuis plus d'1 heure. Ping. Un nouveau message. Son cœur s'est emballé. « Désolé, mais j'ai revu tes photos et ça ne marche pas. Tu as l'air sympa, mais ce n'est pas vraiment ce que je recherche. Bonne chance. » Les lettres dansaient sur l'écran. Vera cligna 2 fois des yeux, s'assurant d'avoir bien lu. Puis vint le 2e message, le coup de grâce. « Ah, et j'espère que tu n'as pas dépensé trop d'argent pour te pomponner. Ce serait du gâchis. » Le sang se retira de son visage. Autour d'elle, la vie continuait normalement, mais pour Vera, le monde s'était arrêté. Ses mains tremblaient tandis qu'elle rangeait son téléphone, faisant semblant que rien ne s'était passé. Elle ne pouvait pas pleurer. Pas là. Pas devant toutes ces personnes qui semblaient être nées en sachant exactement où était leur place. C'est alors qu'elle remarqua que quelqu'un l'observait. À 3 tables de distance, un homme en costume sombre la fixait avec une expression qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. Ce n'était pas de la pitié. Vera connaissait bien ce regard et savait que ce n'était pas cela. C'était quelque chose de plus profond, de plus compréhensif. Lorsque leurs regards se croisèrent, il ne détourna pas les yeux. Il fit simplement signe au serveur et murmura quelque chose qu'elle ne parvint pas à entendre. Vera baissa les yeux, mortifiée. Maintenant, même des inconnus étaient témoins de son humiliation. Si vous vous demandez comment une histoire peut commencer de manière aussi dévastatrice et pourtant cacher des rebondissements qui vous tiendront en haleine, vous ne pouvez pas manquer la suite. Parce que parfois, les pires moments de notre vie ne sont que le prologue des plus grandes transformations. Le serveur s'approchait de sa table et Vera savait que sa soirée d'humiliation ne faisait que commencer. Le serveur s'approcha avec un sourire professionnel qui n'atteignait pas ses yeux. Vera connaissait bien ce genre d'expression, la même qu'elle recevait à l'hôpital lorsque les médecins découvraient qu'elle n'était qu'une infirmière. « Mademoiselle, puis-je vous offrir quelque chose à boire pendant que vous attendez ?» Ces mots sonnèrent comme une exécution polie. Vera ouvrit la bouche, prête à murmurer quelque chose à propos du fait qu'elle attendait quelqu'un, lorsqu'une voix grave coupa l'air. « La note de la table 12 est pour moi. » Ils se retournèrent tous les deux. L'homme en costume sombre s'était levé, son portefeuille à la main, le regard imperturbable. Vera sentit ses joues s'empourprer. « Monsieur, ce n'est pas nécessaire, commença-t-elle. Ethan Blake,
Il lui tendit la main, ignorant complètement sa tentative de protestation. Et ce n'est pas de la charité, c'est de la reconnaissance. Vera resta figée. Ce nom, Ethan Blake, fondateur de Blake Industries, l'homme dont le visage faisait la couverture des magazines économiques. Quelqu'un dont la fortune comptait plus de zéro qu'elle ne pouvait en compter. Et il avait payé sa note. Reconnaissance de quoi? La question sortit plus sèche qu'elle ne l'aurait voulu. Ethan ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il fit quelque chose de complètement inattendu. Il tira la chaise en face d'elle et s'assit comme s'il avait été invité, de ce qu'est l'attente de quelqu'un qui n'a jamais eu l'intention de venir. Ces mots frappèrent Vera comme un coup de poing dans l'estomac, non pas par leur cruauté, mais par la précision chirurgicale de la vérité. « Vous ne me connaissez pas », murmura-t-elle, essayant de conserver ce qui lui restait de dignité. « Je vous connais suffisamment. » Ethan fit discrètement signe au serveur. « 2 eaux, s'il vous plaît. Et la carte. » Vera le fixa, essayant de déchiffrer ses intentions. Les hommes comme Ethan Blake ne s'asseyaient pas avec des inconnus humiliés dans les restaurants. Pas sans raison. « Pourquoi faites-vous cela ? » « Parce qu'il y a 5 ans, j'étais exactement là où vous êtes maintenant. » Cette confession fut si inattendue que Vera faillit s'étouffer. Ethan Blake, le magnate des magazines, avait-il été abandonné lors d'un rendez-vous? Impossible. Ma femme était décédée 6 mois auparavant. Sa voix portait un poids qu'aucune somme d'argent ne pouvait alléger. Mes amis ont insisté pour que je passe à autre chose. Rendez-vous à l'aveugle avec une responsable marketing. Restaurant cher, nouveaux vêtements, espoirs idiots. Vera se pencha en avant, hypnotisée par la vulnérabilité brute dans sa voix. Elle est arrivée, m'a regardé pendant exactement 15 secondes et m'a dit « Désolé, mais vous avez la mort dans les yeux, ça ne marchera pas. » Ethan sourit amèrement. Elle est partie avant même de s'asseoir. Le silence entre eux s'épaissit, mais il n'était pas inconfortable. C'était le genre de silence qui existait entre 2 personnes qui reconnaissaient la douleur de l'autre. « La différence, » murmura Vera, « c'est que tu pouvais payer pour l'humiliation. L'argent ne rend pas le rejet moins douloureux, mais il rend la survie plus facile. » Ethan acquiesça, reconnaissant la vérité brutale de ses paroles. Le serveur apporta les menus. Vera les regarda comme s'ils étaient écrits en hiéroglyphes. Chaque plat coûtait plus cher que ce qu'elle gagnait en 1 semaine. « Je ne peux pas, » commença-t-elle. « Le saumon est excellent ici, » l'interrompit doucement Ethan. « Et le dessert au chocolat est criminellement bon. J'ai dit que je ne peux pas, et j'ai dit que ce n'est pas de la charité. » Ses yeux bleus rencontrèrent les siens. « C'est un investissement. » Vera fronça les sourcils. « Dans quoi ?» Un sourire presque imperceptible se dessina sur les lèvres d'Ethan. Dans le but de découvrir pourquoi une infirmière qui se soucie clairement plus de sauver des vies que des apparences perd son temps avec des hommes qui ne savent pas reconnaître l'or quand ils le voient. Cette remarque était si précise, si juste, que Vera eut l'impression qu'il avait lu dans son âme en quelques minutes. « Comment savez-vous que je suis infirmière ?»« Vos mains. » Ethan fit un geste discret. « Des callosités à force de vous laver les mains, une petite coupure à l'index, probablement causée par une aiguille, et vous vérifiez inconsciemment votre pouls lorsque vous êtes nerveuse. » Vera regarda ses propres mains, surprise par cette observation pertinente. « Vous portez également une montre avec chronomètre et vous avez une petite tache de bétadine sur le poignet que vous pensiez avoir complètement lavé. » C'était impressionnant et légèrement effrayant de voir tout ce qu'il avait remarqué. C'est un hobby d'analyser des inconnus humiliés. C'est une nécessité d'analyser les personnes qui valent la peine d'être connues. Le poids de ces mots plana entre eux. Vera sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, un mélange de peur et de curiosité qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des années. Mais il y avait encore quelque chose qui clochait. Pourquoi quelqu'un comme Ethan Blake était-il seul dans un restaurant un vendredi soir? Et pourquoi ses yeux reflétaient-ils une tristesse qu'aucune somme d'argent ne semblait pouvoir guérir?
La réponse à ces questions allait bouleverser tout ce que Vera croyait savoir sur le pouvoir, la solitude et les véritables raisons qui poussent les gens à se rapprocher. Le dîner arriva sans que Vera se rende compte du temps qui avait passé. Entre deux bouchées de saumon, qui étaient en effet criminellement délicieux, elle découvrit qu'Ethan Blake était bien plus complexe que ne le laissaient entendre les couvertures de magazines. « Votre entreprise développe des technologies médicales, dit-elle, non pas comme une question, mais comme une révélation. C'est pour cela que vous en savez autant sur les hôpitaux. Les équipements de soins intensifs néonatal, plus précisément. » Une ombre passa dans son regard. Ironiquement, toute ma fortune vient du fait d'essayer de sauver des bébés que nous ne parvenons pas toujours à sauver. L'ironie ne lui échappa pas. Un homme qui avait bâti un empire en sauvant la vie d'enfants, mais qui portait la mort dans ses yeux. C'est pour cela que votre femme... Des complications lors de l'accouchement. Les mots sortirent tranchants, définitifs. Lily a survécu. Sarah, non. Vera cessa de mâcher. Le nom de l'enfant tomba entre eux comme une confession involontaire. Vous avez une fille? Ethan acquiesça en sortant son téléphone. L'écran montrait une petite fille aux cheveux bouclés, au sourire édenté, serrant dans ses bras une licorne en peluche. 3 ans. Elle demande tous les jours quand maman va revenir de l'hôpital. La poitrine de Vera se serra. En tant qu'infirmière pédiatrique, elle avait vu de nombreux enfants faire face à des pertes impossibles à comprendre. Mais imaginez cette petite fille attendant quelqu'un qui ne reviendrait jamais. Et toi, qu'est-ce qui t'a amené ici aujourd'hui, à part un rendez-vous désastreux? Vera hésita. Dire la vérité signifierait exposer ses blessures les plus profondes à un homme qui avait déjà vu trop de sa vulnérabilité. Ma mère est décédée il y a 6 mois d'un cancer. Les mots sortirent dans un sanglot. J'étais sa principale aidante. Quand elle est partie, j'ai réalisé que j'avais passé tellement de temps à m'occuper d'elle que j'avais oublié comment être normal. La normalité n'existe pas, murmura Ethan. Il suffit de faire semblant suffisamment bien pour que personne ne pose de questions. C'est pour ça les rendez-vous arrangés, parce qu'être seul n'est pas une option quand on passe 12 heures par jour à rappeler aux autres que la vie est fragile. Ils se regardèrent à travers la table, 2 personnes qui avaient perdu les ancrages de leur vie et qui essayaient désespérément de trouver un terrain ferme. C'est alors que le téléphone d'Ethan sonna. « Excuse-moi, c'est la nounou. » Il répondit rapidement. « Michel? Quoi? Non, d'accord, j'arrive. » Vera vit le sang se retirer de son visage. « Lily a une forte fièvre. Je dois y aller. » Il se leva brusquement, jetant de l'argent sur la table, bien plus que le montant de l'addition. « Ethan, attends !» Il s'arrêta et se retourna. « Je peux venir avec toi ?» La question lui échappa avant qu'elle n'ait pu se retenir. Ethan la regarda comme si elle avait parlé une langue étrangère. « Tu n'as pas besoin... Je suis infirmière pédiatrique. » Vera se leva, la détermination remplaçant l'hésitation. « Et tu viens de me dire que ta fille est malade. Si c'était mon enfant, je voudrais toute l'aide possible. » Pendant un instant, le masque de contrôle d'Ethan se fissura complètement. Vera vit la panique brute d'un père confronté à sa propre impuissance. « Ma voiture est ici, » dit-il simplement. Dans l'ascenseur de l'immeuble luxueux d'Ethan, Vera se demanda dans quoi elle s'était embarquée. Quelques heures plus tôt, elle était humiliée par un rendez-vous raté. À présent, elle allait s'occuper de la fille d'un milliardaire qu'elle connaissait à peine. Mais lorsque les portes se sont ouvertes et qu'elle a vu la baby-sitter adolescente paniquée, tenant dans ses bras une petite fille fiévreuse, toutes ses interrogations ont disparu. « Bonjour Lily », a dit Vera doucement en s'approchant. « Je m'appelle Vera. Je peux voir comment tu te sens ?» La petite fille la fixa de ses yeux vitreux de fièvre, mais ne pleura pas. Elle murmura simplement « Ça fait mal ». Vera posa sa main sur son front, au moins 39 degrés C. Mais ce n'était pas seulement la fièvre qui l'inquiétait, c'était la façon dont Lily respirait, rapidement et superficiellement.
Ethan, dit-elle en gardant une voix calme, nous devons l'emmener à l'hôpital, tout de suite. La panique qu'il avait tenté de contrôler explosa dans ses yeux. C'est grave. Vera le regarda, pesant soigneusement ses mots. En tant qu'infirmière, elle savait que l'honnêteté était cruciale. En tant que femme qui venait d'être témoin d'un homme perdant tout ce qu'il aimait le plus, elle savait que les mensonges bien intentionnés pouvaient détruire. Ce n'est peut-être qu'une infection virale, mais avec des enfants de cet âge, nous ne pouvons pas prendre de risques. Ethan prit Lily dans ses bras, la petite fille se blottissant contre sa poitrine comme un oisillon blessé. « Vous venez avec moi ?» La question avait un poids qui allait bien au-delà de la situation médicale. C'était un homme qui avait perdu sa femme et qui demandait à ne pas perdre sa fille aussi. « Oui, » répondit Vera sans hésiter. Mais alors qu'il descendait en courant vers la voiture, elle ne se doutait pas que cette décision, née d'une pure compassion, était sur le point de révéler des secrets qui allaient bouleverser tout ce qu'elle pensait savoir sur Ethan Blake et la véritable raison pour laquelle il était seul dans ce restaurant. À 11 heures du soir, l'hôpital était un univers à part. Des couloirs éclairés par des lumières froides, l'écho de pas précipités et cette odeur incomparable de désinfectant mêlée d'espoir et de désespoir. Vera regarda Ethan porter Lily dans les couloirs, comme s'il portait son propre cœur dans ses mains. Le masque du PDG impitoyable s'était complètement effondré, ne révélant qu'un père terrifié. « Salle 3, s'il vous plaît », ordonna l'infirmière, après avoir pris les constantes vitales de Lily. Pendant qu'ils attendaient le médecin, Vera remarqua quelque chose d'étrange. Chaque professionnel qui passait saluait Ethan avec un mélange de respect et de pitié, comme s'il connaissait intimement son histoire. « Le docteur Martinez va vous recevoir », annonça une infirmière. « Il est déjà en route. » Docteur Martinez. Vera fronça les sourcils. Ce nom lui disait quelque chose. Lorsque le médecin entra, un homme latino d'une 50aine d'années à l'expression grave, les pièces du puzzle s'assemblèrent avec une force dévastatrice. Ethan. Le docteur Martinez le salua avec une familiarité douloureuse. « Comment va-t-elle » ? Fièvre élevée, respiration rapide. Ethan énuméra les symptômes comme un rapport médical, essayant de garder le contrôle. Vera observa l'interaction, et un terrible soupçon commença à se former dans son esprit. La familiarité entre eux, leur connaissance intime de l'hôpital, la façon dont tout le monde semblait connaître l'histoire d'Ethan. « Docteur Martinez » l'interrompit-elle doucement. « Étiez-vous le médecin de Sarah Blake ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Ethan se tourna vers elle, surpris, et quelque chose qui ressemblait à de la trahison brillait dans ses yeux. « Comment ?»« Parce que j'ai travaillé pendant cette garde. » Les mots de Vera sortirent comme une confession. Il y a 2 ans, complication lors de l'accouchement, j'étais l'infirmière assistante. Le monde s'arrêta. Ethan la regarda comme si elle était un fantôme. Le docteur Martinez interrompit l'examen de Lily, sentant la tension électrique dans l'air. « Tu étais là », murmura Ethan d'une voix cassée. « Tu m'as tenu la main quand ils m'ont dit que Sarah n'allait pas... » Vera sentit les larmes lui brûler les yeux. Elle s'en souvenait, bien sûr qu'elle s'en souvenait. Le jeune homme paniquait, criant le nom de sa femme, refusant de croire. Elle avait été chargée de rester avec lui pendant que les médecins tentaient désespérément de sauver Sarah. « Vous m'avez dit que tout irait bien, » continua Ethan, les souvenirs douloureux refaisant surface, que Lily était en bonne santé, que Sarah s'était battue comme une guerrière. Parce que c'était vrai. Et puis, vous avez disparu. J'ai essayé de vous retrouver après, mais on m'a dit que vous aviez demandé votre mutation. Vera baissa les yeux. Je ne pouvais plus travailler dans cette unité, te voir tous les jours, venir rendre visite à Lily à l'unité néonatale de soins intensifs, porter toute cette douleur, c'était trop. La révélation plana entre eux comme une bombe qui n'avait pas encore complètement explosé. Le docteur Martinez rompit le silence. Lily a une infection bactérienne. Antibiotiques et observation pendant 24 heures.
Elle va s'en sortir. Ethan acquiesça machinalement, mais ses yeux restaient fixés sur Vera. « C'est pour ça que tu as accepté de dîner avec moi aujourd'hui, » dit-il lentement. « Tu savais qui j'étais depuis le début. » « Non. » Vera secoua vigoureusement la tête. « Je t'ai reconnu seulement quand tu as prononcé son nom. Lily. Et puis, tout m'est revenu. » Mensonge. L'accusation le transperça comme un couteau. « Tu as tout planifié. Le rendez-vous raté. Être dans ce restaurant exactement là où je serais. Ethan, tu es paranoïaque. Je suis réaliste. » Sa voix monta, faisant tressaillir Lily. Deux personnes qui se sont rencontrées lors de la pire soirée de ma vie se retrouvent par hasard 2 ans plus tard. Quelle est la probabilité? Vera sentit le sol se dérober sous ses pieds. Tout ce qu'ils avaient construit cette nuit-là, la connexion, la compréhension mutuelle, la vulnérabilité partagée, était en train d'être détruit par le doute. Et tout comme vous qui suivez cette histoire, Vera a réalisé que parfois, la vérité la plus dévastatrice ne concerne pas les mensonges que nous racontons, mais les coïncidences impossibles que le destin nous présente. Si vous vous demandez comment un rebondissement peut complètement changer le cours d'une histoire, vous ne pouvez pas manquer la suite. « Je m'en vais », murmura Vera en prenant son sac. Vera, attends. Mais elle était déjà partie, laissant Ethan seul avec Lily et la terrible possibilité que sa paranoïa venait de détruire la première véritable connexion qu'il avait ressentie depuis la mort de Sarah. Dans le couloir, Vera s'arrêta, le souffle court, car la vérité était encore plus compliquée qu'Ethan ne le soupçonnait. Elle n'avait pas planifié cette rencontre, mais elle n'avait pas non plus été tout à fait honnête sur la raison pour laquelle elle se trouvait dans ce restaurant précis ce soir-là. Et quand il découvrirait la vérité, tout ce qu'il croyait savoir sur la manipulation et la vengeance serait remis en question. Vera ne quitta pas l'hôpital. Debout dans le parking, les mains tremblantes sur les clés de la voiture empruntée, elle prit la décision qui allait tout changer. Elle retourna à l'intérieur, mais ne se rendit pas directement dans la chambre de Lily. Elle se dirigea plutôt vers les archives médicales. En tant qu'ancienne employée, sa carte lui donnait encore un accès limité. Elle savait que c'était risqué, techniquement illégal, mais certaines vérités valaient le coup. 15 minutes plus tard, elle est revenue dans la chambre avec un dossier à la main et une détermination de fer dans le regard. Ethan était endormi sur la chaise à côté du lit de Lily, le visage marqué par l'épuisement. Vera l'a observé pendant un moment. Cet homme qui avait tout perdu et qui trouvait pourtant la force de continuer. Ethan. Il s'est réveillé instantanément, les yeux alertes. « Tu es revenu, parce que je dois vous dire quelque chose que j'aurais dû vous dire il y a 2 ans. » Vera posa le dossier sur la table, prit une profonde inspiration et ouvrit la première page. Sarah n'est pas morte de complications naturelles lors de l'accouchement. Les mots tombèrent comme des bombes dans le silence de la chambre. Ethan se redressa, complètement réveillé à présent. « De quoi parlez-vous » ? « Il y a eu négligence médicale. Le docteur Hendricks, l'obstétricien en chef, était sous l'influence de médicaments pendant l'intervention. Je l'ai vu. J'ai tout vu. » Vera tourna les pages, montrant des rapports, des horaires de médication, des déclarations d'autres employés. J'ai essayé de parler à la direction à l'époque, mais on m'a dit de me taire, que ce serait ma parole contre la sienne, que je n'étais qu'une infirmière. Ethan prit les documents avec des mains tremblantes. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit ?»« Parce que tu étais dévastée, tu avais un nouveau-né en soins intensifs, et moi, j'étais jeune, naïve. J'ai cru quand on m'a dit qu'il valait mieux te laisser tranquille. Mais tu as continué à enquêter. Pendant 2 ans, Vera acquiesça. J'ai rassemblé des preuves, parlé à d'autres employés qui avaient été témoins. J'ai découvert que ce n'était pas la première fois que le docteur Hendricks opérait sous l'emprise de l'alcool. » Ethan feuilleta les pages, l'horreur grandissant dans ses yeux. « La rencontre d'aujourd'hui, commença-t-il, ce n'était pas une coïncidence. Je rencontrais Marcus,
le médecin résident qui m'avait donné accès aux dossiers finaux. Il avait des informations sur d'autres cas, d'autres familles qui avaient perdu des êtres chers à cause de la négligence de Henrix. La révélation fit l'effet d'une grenade. « Tu m'as utilisé. »« Non. » Vera se leva. « Marcus m'a posé un lapin à la dernière minute. Il a dit qu'il avait peur des conséquences juridiques. J'étais là, seul, avec suffisamment de preuves pour poursuivre l'homme qui avait tué votre femme, et je ne savais pas comment vous joindre. » Ethan la regarda, assimilant chaque mot. « Et quand vous m'avez vu au restaurant, j'ai vu une opportunité, ou un signe de l'univers, je ne sais pas. Mais je me suis dit, c'est peut-être le moment de dire la vérité. Oh, en mentant sur la raison de votre présence là-bas, en omettant, il y a une différence, vraiment ?» Un silence s'installa entre eux, chargé d'années de douleurs non résolues et de vérités enfouies. Lily remua dans son lit, murmurant quelque chose d'incompréhensible dans son sommeil. Ils la regardèrent tous les deux, se rappelant qu'il y avait plus en jeu que leurs propres blessures. « Si c'est vrai, » dit finalement Ethan, « le docteur Henrix exerce-t-il toujours ? Il ne fait pas que pratiquer. Il a été promu chef de service. » Cette information frappa Ethan comme un coup de poing dans l'estomac. Combien d'autres familles ? Au moins 7 cas documentés au cours des 2 dernières années. Et en ce moment même, vous êtes témoin de quelque chose d'extraordinaire. Lorsque la vérité trouve le courage de se manifester, même des années plus tard. Parce que certaines histoires ne parlent pas seulement d'amour ou de rédemption, mais aussi de justice qui doit être rendue. Ethan se leva lentement et prit les documents. « Avez-vous suffisamment de preuves ? J'ai des témoins, des rapports médicaux, des registres de médicaments, tout ce dont un avocat aurait besoin. Et qu'avez-vous l'intention de faire avec tout cela ?» Vera le regarda droit dans les yeux. « Je vais dénoncer publiquement le docteur Henrix, avec ou sans vous. Mais je préfère avec vous, car Sarah mérite que justice soit faite. Et les autres familles méritent de connaître la vérité. » Ethan regarda Lily, puis les documents, puis Vera. À ce moment-là, quelque chose changea dans son regard. Ce n'était plus seulement de la douleur ou de la méfiance, c'était de la détermination. « Comment allons-nous faire ? Nous avons rendez-vous demain, avec un journaliste d'investigation et 3 autres familles touchées. Ça va être la guerre, Ethan. Henrix a des relations, de l'argent, de l'influence, et nous avons la vérité. Parfois, cela ne suffit pas. » Ethan sourit pour la première fois depuis des heures. Un sourire froid, calculé. « Tu ne sais clairement pas à qui tu as affaire. » Et c'est à ce moment-là que Vera a réalisé qu'elle avait complètement sous-estimé le pouvoir d'un père qui avait découvert que la mort de sa femme aurait pu être évitée. La salle de conférence de l'hôpital était bondée. Des journalistes, des familles en deuil, des avocats et une caméra de télévision qui capturait chaque respiration tendue. Vera s'assit à côté d'Ethan, une pile de preuves entre eux. De l'autre côté de la table, le docteur Henrix, un homme de 60 ans à l'air arrogant, était flanqué de ses avocats coûteux. « Ce sont des accusations sans fondement portées par une infirmière mécontente », déclara Henrix devant les caméras. « Ce n'est rien d'autre qu'une tentative d'extorsion. » C'est alors qu'Ethan se leva. « Ma femme s'appelait Sarah Blake. Elle avait 28 ans, était enseignante en maternelle et enceinte de notre première fille. » Sa voix résonna dans la salle avec une autorité absolue. « Elle est morte entre vos mains, parce que vous avez décidé qu'une opération chirurgicale vitale était compatible avec la prise d'opioïdes. » Un silence de mort s'abattit sur la salle. Vera ouvrit le premier dossier. Rapport toxicologique du sang prélevé après l'intervention. Présence, oxycodone, tramadol et alcool. Il regarda directement les caméras. 3 substances qui compromettent la coordination motrice et le jugement médical. Le docteur Henrix pâlit. « C'est impossible. Jamais. » Jennifer Morrison, 31 ans, décédée il y a 18 mois. Vera continua, implacable. Amanda Rodriguez, 26 ans, décédée il y a 8 mois. Claire Thompson, 29 ans, décédée il y a 4 mois. À chaque nom, elle posait une photo sur la table.
Toutes sont mortes sous vos soins. Toutes lors d'interventions qui auraient dû être de routine. Elles avaient toutes une famille, ajouta Ethan, la voix chargée d'une douleur contenue. Des maris qui se réveillent encore en criant leur nom. Des enfants qui demandent quand maman rentrera de l'hôpital. Une journaliste se leva. Docteur Hendricks, comment expliquez-vous ces rapports médicaux qui montrent des incohérences dans vos procédures? Hendricks tenta de se lever, mais tituba. Ses propres avocats semblaient réévaluer la situation. C'est alors que quelque chose d'extraordinaire se produisit. Une à une, d'autres infirmières commencèrent à entrer dans la salle. Des femmes qui avaient travaillé sous les ordres de Hendricks, qui avaient été réduites au silence, menacées, licenciées pour avoir tenté de dire la vérité. « J'étais là », a déclaré une infirmière aux cheveux gris. Octobre 2021. Il est arrivé en titubant, l'haleine chargée d'alcool. « J'ai essayé de le signaler », a ajouté une autre. « J'ai été licencié la semaine suivante. » « J'ai conservé des preuves pendant des années », a avoué une troisième, en espérant que quelqu'un ait le courage de parler en premier. La salle a explosé de murmures. Hendricks était confronté non pas à une infirmière mécontente, mais à une armée de professionnels qui avaient été témoins de sa négligence systématique. « Ça suffit !» a crié Hendricks, perdant complètement son sang-froid. « Vous ne savez pas la pression à laquelle j'étais soumis. Les doubles gardes, les attentes impossibles. Et voilà la confession que tout le monde attendait. La pression ne justifie pas de mettre des vies en danger, répondit Vera d'une voix ferme. Chacune de ces femmes vous a confié sa vie, et vous les avez trahies de la pire manière qui soit. Ethan s'approcha de la table où se trouvaient les photos. Sarah voulait être mère depuis l'âge de 16 ans. Nous avions planifié chaque détail de la chambre de Lily, chaque berceuse, chaque histoire que nous lui raconterions. Sa voix se brisa légèrement. Elle est morte en croyant qu'elle avait échoué en tant que mère, alors que c'est votre échec qui l'a tuée. Le changement dans la salle était palpable. Ce qui avait commencé comme une audience administrative s'était transformé en tribunal de la vérité. 3 mois plus tard, le docteur Hendricks a perdu sa licence médicale. L'hôpital a mis en place des protocoles de tests rigoureux. 7 familles ont reçu des indemnités qui, même si elles ne leur ont pas rendu leurs proches, leur ont assuré justice. Mais la véritable transformation s'est produite loin des caméras. Vera et Ethan se sont retrouvés dans le même restaurant où tout avait commencé. Cette fois-ci, avec Lily, désormais une petite fille de 4 ans en bonne santé et rayonnante. « Papa, est-ce qu'elle va être ma nouvelle maman ?» demanda Lily avec la franchise brutale des enfants. Ethan et Vera se sont regardés. Au cours des mois de lutte pour la justice, quelque chose avait grandi entre eux. Pas une passion désespérée ou un besoin de salut, mais un respect mutuel forgé dans les tranchées de la vérité. « Si elle le veut », a répondu Ethan doucement. Vera prit les petites mains de Lily. « J'adorerais. Mais tu dois savoir une chose importante. Je ne suis pas là pour remplacer ta maman. Je suis là pour prendre soin de vous deux et pour m'assurer qu'elle ne soit jamais oubliée. » Lily acquiesça solennellement. « Je peux t'appeler maman Vera ?» À ce moment-là, Vera comprit que certaines histoires n'ont pas de fin heureuse traditionnelle. Elles ont des fins vraies, où des personnes brisées trouvent le moyen de guérir ensemble, où la justice l'emporte sur le pouvoir, où l'amour naît non pas de la perfection, mais du courage d'affronter ensemble les imperfections. 6 mois plus tard, ils se marièrent lors d'une cérémonie simple. À l'autel, Vera tenait un bouquet de 2 roses, une blanche pour Sarah, une rouge pour l'avenir, qu'il construirait en honorant le passé. Ce n'est pas seulement une histoire sur la recherche de l'amour après une perte. C'est une histoire sur la recherche d'un sens à la douleur, de la justice dans le silence et d'une famille parmi les personnes qui choisissent de rester alors qu'il serait plus facile de partir. Car parfois, les pires moments de notre vie ne sont que le prologue des plus grandes transformations. Et parfois, être humilié dans un restaurant est exactement ce dont le destin avait besoin pour réunir 2 personnes qui changeraient le monde, une vie sauvée à la fois.
Si cette histoire vous a touché et vous a convaincu que la justice et l'amour peuvent prévaloir même dans les circonstances les plus difficiles, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager cette histoire. Parce que quelque part, quelqu'un a besoin qu'on lui rappelle que sa voix compte, que sa vérité a du pouvoir et que son amour peut transformer des vies.